Voilà, donc 400 cabinets de management de transition dont Johan est membre, voilà, vous propose régulièrement des ateliers. Ce soir, donc, c'est sur le sujet de la décarbonation. Et Johan donc, est DG sur ces enjeux-là, sur de la gestion de crise, sur de la gestion de projets de ce type, et puis sur de la gestion de création de filiales et de nouveaux services, voilà, avec une grande expérience que je vais lui laisser vous présenter. Voilà, Johan, je te passe la parole pour te présenter. Merci. Merci Laurent et bonsoir à tous. Effectivement, on commence à être un petit peu nombreux, donc ça fait plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur la thématique du jour, donc la décarbonation et pourquoi et comment intégrer ce sujet de décarbonation dans la stratégie de votre entreprise. Pour compléter ma présentation, très rapidement, effectivement, moi je suis manager de transition, j'interviens dans 3 types de situations, principalement les gestions de crise, c'est quelque chose que j'ai déjà l'occasion de faire à 3 reprises par le passé. J'interviens aussi alors, dans des situations peut-être un petit peu plus heureuses, que sont la création de filiales ou création, lancement de nouveaux produits. J'ai déjà eu l'occasion de lancer des filiales en Italie, en Espagne, en Croatie et au Royaume-Uni. Et puis, pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, j'interviens sur de la gestion de projets, et notamment des projets de transformation digitale ou de transition énergétique, ce qui est exactement le cœur de notre sujet. Avant de commencer la présentation, on voulait vous proposer un petit sondage pour comprendre quel est le stade d'avancement de chacun des participants vis-à-vis de ces sujets de décarbonation, et donc comprendre si vous êtes plutôt à la recherche d'informations ou si vous avez déjà quelque chose qui est mis en place, ou même déjà des premiers résultats qui sont visibles dans vos entreprises. Donc, on va vous proposer un petit sondage que je vais vous lire. Il suffira de répondre à une des questions, ce qui me permettra à moi d'adapter aussi un peu le discours. Alors, vous en doutez, je ne vais pas refaire les slides là, en 30 secondes de temps du sondage, mais en tout cas, ça pourra, en fonction des personnes qui sont présentes et de votre niveau de connaissance du sujet, je pourrais orienter un petit peu mon intervention. Alors, vous devez voir le sondage désormais. Donc, la question, en fait, c'est au regard de la stratégie nationale bas carbone, donc SNBC, fixée par le gouvernement, à quel stade se situe votre entreprise dans cette démarche? Alors, première réponse, vous pouvez ne pas savoir ou ne pas être en charge de ces sujets. Vous pouvez ne pas avoir encore défini la stratégie à adopter. Vous pouvez avoir déjà déterminé les leviers, mais encore pas mis en place d'action, ou avoir déjà modifié certains process, mis en place certaines actions, mais pas toutes. Vous pouvez avoir déjà constaté une réduction des émissions de gaz à effet de serre de votre entité, ou vous vous rapprochez déjà de vos objectifs fixés, excusez-moi. Vous voyez, on est dans une graduation ou amélioration au niveau des réponses. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Voilà, on est déjà à 50% des participants qui ont répondu. On va peut-être clôturer le sondage maintenant. Voilà, oui, là, il y a presque tout le monde qui a répondu maintenant. Hop, je vais partager avec vous les résultats. Donc, a priori, au regard des résultats que je découvre en même temps que vous, donc il y a à peu près la moitié des personnes qui sont présentes qui ne sont pas spécifiquement en charge de ces sujets ou qui ne savent pas si dans l'entreprise quelque chose a déjà été lancé sur le thème de la décarbonation, mais qui a priori sont intéressées par le sujet puisqu'elles sont là. Et ensuite, on voit 18% donc, des entreprises où la stratégie n'a pas encore été définie,
10% où certains leviers ont été déterminés, mais pas encore d'action mise en place. Et puis ensuite, donc pour les personnes qui ont déjà mis en place quelque chose, si je cumule, donc on est à 23%. Donc un quart à peu près. Donc, OK. Donc à peu près la moitié des personnes qui ne sont pas encore en train de travailler sur ces sujets. Oui, un peu plus si j'additionne les 18% qu'on pas encore définis. Très bien. Alors, je vais partager avec vous la présentation. Donc, vous devez voir maintenant mon écran, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, ce soir, donc, déjà, cette intervention durera à peu près 45 minutes et puis on laissera 45 minutes aussi pour le temps des questions et réponses. Comme l'a dit Laurent, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et je pourrai aussi répondre pendant l'intervention. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Et donc, j'ai découpé mon intervention en 3 parties. Une première partie où on va se demander pourquoi engager son entreprise dans une démarche de décarbonation. J'ai listé 8 raisons. Alors, je serais intéressé de savoir si vous en voyez d'autres. J'ai listé 8 raisons que je vais vous détailler et raisons que j'ai classées des moins bonnes à la meilleure des raisons qui me semblent être à celle qui me semble être la meilleure des raisons pour engager son entreprise dans une démarche de décarbonation. Ensuite, une fois qu'on a décidé pourquoi on allait engager son entreprise, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors là, vous le voyez, pour des raisons d'esthétisme ou pour des raisons de pagination, mesurer, réduire, compenser, la démarche de comment faire. Les 3 items sont écrits de la même taille. Pour autant, vous allez voir quand je vais dérouler que ce sont des actions qui sont d'une importance vraiment très différente. Mesurer, ça va vous prendre entre 1 et 3 mois en fonction de la taille de votre entité. Alors, bien entendu, s'il fallait faire la stratégie de réduction des gaz à effet de serre d'un groupe international qui compte 80 000 personnes et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça prendra un peu plus que 3 mois. Mais s'il s'agit de faire le bilan carbone d'une de ces entités de ce groupe, on est sur l'ordre de grandeur de 1 à 3 mois. L'action de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, on est sur un plan d'action qui va durer au minimum 10 ans jusqu'à 30 ans. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de temps ni sur la même échelle d'implication. Compenser, c'est quelque chose qu'on va faire en même temps qu'on réduit, mais qui est tout de même moins important. En tout cas, ce qu'on attend d'une stratégie de décarbonation, c'est plus de réduire que de compenser. Et pour dire les choses clairement, si l'idée était de faire uniquement mesurer et compenser, sans travailler sur la réduction, c'est ce qu'on appelle très clairement du greenwashing. Donc là, l'idée, c'est vraiment mesurer. La première étape, elle va prendre 1 à 3 mois. Réduire, c'est une étape très importante qui va durer entre 10 et 30 ans. Compenser, ça dure aussi 10 et 30 ans, mais c'est uniquement sur ce qu'on n'a pas réussi à réduire parce qu'il y a toujours des émissions de gaz à effet de serre résiduelles. Et enfin, comme je suis quelqu'un d'assez concret, on va prendre 3 exemples de plans d'action dans 3 secteurs d'activité différents qui vont me permettre de partager avec vous des exemples concrets et qui, j'espère, vont vous parler si on tombe sur des secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. Donc, pour commencer, pourquoi engager son entreprise dans une démarche de décarbonation? Alors, la première des raisons que j'entends parfois, c'est la baisse des coûts. Soyons honnêtes, si vous attendez
un retour sur investissement d'une stratégie de décarbonation, le retour sur investissement risque d'être beaucoup plus long que ce qu'on fixe en général comme ROI, excusez-moi, dans une entreprise. Une stratégie de décarbonation va vous demander en général des investissements, donc va vous consommer du CAPEX au début. Effectivement, vous pouvez en attendre une réduction des coûts ou un cost avoidance, c'est-à-dire des coûts que vous n'allez pas avoir à subir dans l'avenir, par exemple des taxes sur la consommation de produits pétroliers qui à coup sûr vont augmenter, ou des variations du prix des produits pétroliers à la hausse, qui je pense aussi vont augmenter dans le temps. Vous pouvez éviter ces coûts. Mais très clairement, dans une stratégie de décarbonation, et je vous l'ai dit à l'instant, ce sont des stratégies qu'on mesure sur des temps longs, entre 10 et 30 ans. Vous ne pouvez pas attendre un ROI sur 2 ans. La seule possibilité d'avoir une baisse de coût immédiate ou quasi immédiate en moins de 2 ans, ce serait d'être dans une activité très énergivore. Et à ce moment-là, en travaillant sur la baisse de vos consommations d'énergie, on pourrait avoir des baisses de coûts. Pour autant, souvent, quasiment toujours, si votre activité est très énergivore, vous avez déjà travaillé ce sujet de la réduction des consommations d'énergie. Donc, en général, mettre en place une stratégie de décarbonation, ce n'est pas une bonne solution pour baisser les coûts immédiatement. C'est une bonne solution pour baisser les coûts à long terme. Une deuxième raison, et là c'est une raison qui, en tout cas je l'ai plus souvent entendue dans la bouche de fondateurs de start-up, c'est de sauver le monde. J'ai rencontré parfois, il m'arrive d'accompagner des startups et j'ai rencontré parfois des fondateurs de startups qui me disaient moi j'ai envie, à travers l'entreprise que je suis en train de créer, j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de sauver la planète. Très clairement, ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible pour 2 raisons. La première raison, c'est que sauver le monde, c'est un temps très long et vous allez vous épuiser avant. Et la deuxième raison, à mon sens, c'est qu'une entreprise, elle est là pour faire du chiffre d'affaires. Avec ce chiffre d'affaires, elle paye ses salariés, elle paye ses fournisseurs, elle réalise du bénéfice. Et avec ce bénéfice, elle peut investir dans sa décarbonation, dans une amélioration de son impact environnemental ou de son impact carbone. Donc, plutôt que de sauver le monde, qui est véritablement un verbatim que j'ai entendu plusieurs fois, je propose plutôt le terme de réduire son impact climatique, qui me semble plus approprié et qui, là, pour le coup, est une bonne raison. Alors, je l'ai classé dans les raisons à nuancer parce qu'effectivement, voilà, il y a cette différence entre sauver le monde et réduire son impact climatique. C'est peut-être un petit peu moins ambitieux, mais ça me paraît beaucoup plus pragmatique et réaliste. Répondre à des appels d'offres. Alors, c'est une très bonne raison. Mettre en place ou intégrer la décarbonation dans la stratégie de son entreprise, c'est une très bonne raison de vouloir répondre c'est une très bonne manière pour répondre à des appels d'offres. Pour autant, pourquoi est-ce que je le classe dans les raisons à nuancer? Si vous m'appelez aujourd'hui, un lundi, pour me dire vendredi, on a un appel d'offres important et on a besoin de montrer qu'on a mis en place quelque chose dans le cadre de la décarbonation, parce que dans l'appel d'offres, c'est 30% de la note, c'est trop tard. On ne pourra pas intervenir sur un temps aussi court. Je vous ai dit, rien que la première étape, mesurer, c'est entre 1 et 3 mois. Mesurer, ensuite, il faut définir une stratégie. On ne va pas pouvoir faire ça dans la semaine. Donc, si votre idée, c'est de dire, les appels d'offres comportent de plus en plus une notation sur les émissions de gaz à effet de serre. Je veux que mon entreprise soit la mieux notée possible sur cette notation. Et donc, pour ce faire, je vais engager mon entreprise dans une stratégie de décarbonation et ça va me permettre de répondre aux appels d'offres qui seront émis dans 6 mois, dans 1 an, parce que j'aurai une mesure, une stratégie et des premiers résultats. Là, c'est une excellente raison. Si votre volonté, c'est de répondre à l'appel d'offres qui est déjà paru, on est déjà trop tard. C'est pour ça que je l'ai classé dans les raisons à nuancer. Raison à nuancer également, le reporting extra-financier. Souvent, dans une stratégie de décarbonation, on va vouloir communiquer. Et c'est tout naturel et c'est une bonne chose de communiquer sur sa décarbonation. Pour autant, il faut faire très attention dans ce qu'on va communiquer parce que contrairement à du reporting financier, de la comptabilité carbone n'est pas quelque chose de comparable. 2 entreprises
qui ont la même activité, qui sont dans le même secteur d'activité, qui ont à peu près le même niveau d'activité, ne vont pas avoir des bilans carbone identiques, et l'une va pouvoir avoir des chiffres beaucoup plus élevés dans son bilan carbone, alors qu'en fait, elle a travaillé le sujet plus que l'autre. Je vous donne un exemple très simple. Si vous produisez quelque chose, vous avez une usine, et que dans cette usine, vous produisez un produit quelconque, et que pour des raisons historiques, les véhicules qui distribuent vos produits vers vos distributeurs vous appartiennent, et donc vous organisez la logistique aval, la logistique de distribution. Et si vous voulez vous comparer à votre concurrent le plus proche, qui fait exactement la même activité que vous, qui a à peu près le même volume d'affaires que vous, mais qui, lui, sous-traite son activité de transport aval, donc le transport de distribution. Si vous faites un bilan GES réglementaire, donc qui s'intéresse au scope 1 et 2, je vais revenir un peu après sur les notions de scope pour vous expliquer ce que c'est. Si vous faites un bilan GES réglementaire, le vôtre sera bien plus élevé que le sien, alors que vos produits émettent pas plus de gaz à effet de serre, alors que vos camions n'émettent pas plus de gaz à effet de serre que ceux qui organisent sa distribution. C'est juste le fait que... Les verres sont dans la machine export. C'est juste le fait que dans un cas, la distribution est réalisée en interne par vos camions, et dans l'autre cas, la distribution est sous-traitée. Et donc, ces deux informations sont absolument incomparables. Donc moi, mon conseil, si vous voulez communiquer sur vos actions de décarbonation, il faut communiquer sur les améliorations que vous apportez. Il faut communiquer sur la situation avant, l'action mise en place, la situation après. Là, à ce moment-là, vous vous comparez à vous-même et vous démontrez une amélioration, une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si vous communiquez sur des chiffres bruts, le risque, c'est que la personne qui les lise ne soit pas avertie, ne fasse pas attention à ces questions de scope. Qu'est-ce qui est inclus dans le scope 1, dans le scope 2 de l'entreprise? Est-ce que les scopes sont vraiment comparables dans leur périmètre? Et à ce moment-là, deux entreprises qui auront des bilans très différents ne vont pas pouvoir montrer les efforts qu'elles ont déjà réalisés. Donc attention à la communication sur les questions de bilan carbone. Ensuite, on arrive aux bonnes raisons, ce que j'ai classé moi en tout cas comme les bonnes raisons, mais je serais très intéressé dans le chat ou dans les échanges à la fin de ma présentation pour voir si vous avez d'autres raisons à évoquer. La marque employeur et l'image de marque, c'est deux raisons qui sont à peu près les mêmes. Aujourd'hui, pour recruter les meilleurs, pour recevoir des CV, ce qui est une problématique pour bon nombre d'entreprises, il est bon d'avoir mis en place une stratégie de décarbonation dans l'entreprise. Vos candidats, mais aussi vos salariés, le demandent. Et le fait de pouvoir montrer ce que vous avez mis en place, le fait que vous avez mesuré vos émissions de gaz à effet de serre, le fait que vous avez identifié les plus grosses émissions, le fait que vous avez un plan d'action pour les réduire, va permettre de convaincre les meilleurs candidats de rejoindre votre entreprise. Et de la même manière, si on parle de vos clients, donc ce que j'ai classé dans l'image de marque, on parlait tout à l'heure des appels d'offres, alors que vos clients vous achètent vos produits par appel d'offres ou en dehors des appels d'offres, vos clients vont aussi s'intéresser à la décarbonation réelle que vous allez apporter à l'environnement. Et vos banquiers aussi, votre taux de crédit, de plus en plus, dépend de ce que vous avez mis en place en termes de décarbonation. Et votre activité elle-même a un impact sur votre capacité à lever des crédits quand vous avez des projets. Donc, effectivement, si vous voulez intégrer la décarbonation dans la stratégie de votre entreprise, le fait de vouloir améliorer votre marque employeur ou votre image de marque vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos financiers, ce sont des très bonnes raisons qui vont vous permettre d'atteindre, enfin, la décarbonation va vous permettre d'atteindre ce but. La RSE, là, ça me paraît évident. En fait, la décarbonation est une petite brique d'une politique globale de RSE. Je ne vais pas détailler trop longtemps le sujet de la RSE parce qu'en fait, 400 Partners, il y a
assez peu de temps, déjà réalisé un webinaire sur le sujet qui avait été animé par Mireille Derbe et Thierry Dupay. Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux, ils sont plus spécialistes du sujet, enfin du sujet global de la RSE. N'hésitez pas à revenir vers eux, ils pourront vous expliquer comment la RSE peut aussi améliorer votre entreprise. Mais en tout cas, la décarbonation est une des briques de la RSE. Et enfin, pour moi, ce qui est la meilleure des raisons, c'est de renforcer ou d'enrichir son SWOT. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Enrichir son SWOT, en fait, quand on va mettre en place une stratégie de décarbonation dans votre entreprise, la première des étapes, c'est de faire ce qu'on appelle une cartographie des flux. La cartographie des flux, c'est s'intéresser à tout ce que vous achetez. Tout ce que vous achetez dans le sens de quelles sont les matières premières que vous achetez, mais aussi où est-ce que vous les achetez, comment elles sont transportées jusque dans vos usines. Ensuite, on va s'intéresser à tout ce que vous réalisez, la transformation, toute l'activité au sein de votre entreprise et donc toutes les opérations que vous menez pour délivrer votre produit ou votre service. On va s'intéresser aussi à tout ce que vous vendez. Les produits que vous vendez, comment sont-ils distribués, à qui est-ce que vous les vendez et comment sont-ils utilisés. On va y compris s'intéresser à la manière dont les produits sont recyclés ou comment est-ce qu'ils finissent leur vie, comment est-ce qu'ils sont retraités, enfin, quelle est la gestion des déchets des produits que vous avez fabriqués. Et ce qui va particulièrement nous intéresser, c'est en fait la part de produits fossiles, donc la dépendance que vous avez dans les produits fossiles vis-à-vis de chacune de ces étapes. Donc, je vous disais, les matières premières, le transport amont, votre production interne, la distribution, l'utilisation des produits, la recyclabilité. En quoi est-ce que ceci peut enrichir votre SWOT? En fait, en s'intéressant à tous vos flux et donc à la dépendance de vos flux aux énergies fossiles, on va chercher une manière de réduire cette dépendance aux énergies fossiles. Encore une fois, on ne s'intéresse pas uniquement à votre activité, on s'intéresse aussi à vos sous-traitants, on s'intéresse à vos matières premières. Et si on trouve des solutions pour réduire votre dépendance aux énergies fossiles, on va vous éviter de subir les variations sur ces énergies. Les variations, on les connaît depuis toujours, et il n'y a absolument aucune chance pour qu'il n'y ait plus de variations à l'avenir sur les énergies fossiles. Et quand on dirige une entreprise, ce qu'on n'aime pas, c'est les variations. Les variations des intrants, les variations du marché. On aime, enfin, il est plus facile de gérer une entreprise en territoire connu, en territoire visible. Donc, si on réduit les variations sur vos intrants, si on trouve des matériaux qui, par exemple, sont moins dépendants des énergies fossiles, dont la fabrication est moins dépendante des énergies fossiles, à ce moment-là, vos coûts d'appro, vos intrants, vont avoir une stabilité plus importante des prix. De la même manière, on va réduire votre risque quant à la disparition de ces énergies fossiles. On sait pertinemment que le pétrole va s'arrêter un jour, le gaz va s'arrêter un jour, et si toute votre organisation, tous vos intrants ou tous vos sous-traitants dépendent de ces énergies fossiles, vous avez un risque sur votre activité. Donc, réaliser un bilan carbone et mettre en place une décarbonation, ça va vous permettre de vous intéresser à toutes vos dépendances aux énergies fossiles et à éliminer ce risque de cette dépendance à des énergies qui, par essence, par construction, vont disparaître dans le temps. Alors, vont disparaître dans le temps ou vont être interdites, que ce soit l'une ou l'autre, dans tous les cas, si elles ne peuvent plus être utilisées et que vous en avez besoin pour votre activité, il faut vous en prémunir. Une petite question, Johan, sur les partenaires, les fournisseurs et leur impact carbone. Quels sont les leviers? C'est Olivier Guérino qui pose la question. Quels sont les leviers pour faire progresser les partenaires et les fournisseurs sur la réduction de leurs émissions? Est-ce que tu as une réponse? Alors, ça peut passer par les appels d'offres. Quand on répond à un appel d'offres, de temps en temps, on voit qu'il y a une part sur la décarbonation, une part de la notation sur la décarbonation. Donc, on peut le faire dans les appels d'offres qu'on met en place soi-même. Ça peut passer aussi par le fait de travailler avec ces fournisseurs
fournisseurs de long terme pour trouver ensemble des solutions. Donc, on peut faire de la R&D pour trouver des solutions qui seront moins émettrices en termes de production d'une matière qu'on achète à un de ses fournisseurs. On peut aussi travailler avec un de ses fournisseurs pour une relocalisation plus proche, ce qui va permettre d'économiser des gaz à effet de serre sur le transport des marchandises, si on parle par exemple de marchandises. Donc, ça peut passer par des appels d'offres ou par des partenariats avec un travail gagnant-gagnant sur la réduction, enfin sur l'identification et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je continue. Donc, j'étais en train d'expliquer, donc j'avais dit, la décarbonation va vous permettre de travailler de réduire la variabilité des prix des énergies fossiles, de travailler aussi sur le fait de vous rendre indépendant des énergies fossiles qui, d'une manière ou d'une autre, par la réglementation ou par leur raréfaction, ne vont plus être disponibles dans un espace-temps encore relativement long, mais qui va arriver. Et de toute façon, ces énergies fossiles, elles ont un prix qui a tendance à augmenter. Et donc, en travaillant sur la cartographie des flux, on va aussi travailler sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. On va aussi permettre à votre entreprise de moins subir les augmentations de prix de ces énergies fossiles. Donc, très clairement, une stratégie de décarbonation va vous permettre de renforcer la durabilité du modèle économique de votre entreprise. Une fois que vous avez défini quelles étaient pour vous les raisons, parmi celles que je viens d'évoquer, les appels d'offres, l'image de marque ou la marque employeur, ou le fait de renforcer votre SWOT et de vous rendre moins dépendant des énergies fossiles, une fois que vous avez décidé quelles étaient là où les raisons qui vont vous motiver à mettre en place cette stratégie de décarbonation, donc quand je dis vous motiver à mettre en place, c'est-à-dire il va parfois falloir convaincre votre conseil d'administration, vos actionnaires, de mettre en place, comme je vous disais, le CAPEX initial qui va permettre de vous lancer. La seconde question, c'est comment est-ce que je fais ? Maintenant que j'ai décidé, maintenant que j'ai convaincu mes actionnaires ou mon board, comment est-ce que j'engage cette stratégie de décarbonation ? Alors, la première chose, ou en tout cas une chose qui arrive toujours à un moment, qui est toujours une étape d'une stratégie de décarbonation, c'est la communication des engagements. Alors, cette communication des engagements, elle peut venir soit au tout début, elle peut initier la démarche, je vais vous expliquer pourquoi, ou alors parfois dans certaines entreprises, on va vouloir d'abord mesurer, écrire un plan d'action, et avant de le mettre en place, on va communiquer sur ces engagements. Les deux possibilités existent. Dans la première possibilité, j'édite mon engagement avant d'avoir fait toutes les autres, avant d'avoir fait tout autre calcul ou plan d'action. On peut le faire parfois parce qu'on est pressé, soit par un appel d'offres, soit par un concurrent ou un secteur d'activité, où déjà il y a eu plusieurs annonces de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et donc on ne peut pas faire moins que ce que les concurrents ont déjà promis. Donc à ce moment-là, on va s'engager et puis on va trouver le plan d'action qui va permettre de mettre en place, de tenir son engagement. L'autre possibilité, donc, c'est de mesurer, comme je le disais, d'écrire un plan d'action, de chiffrer ce plan d'action, et à ce moment-là de ce plan d'action, on va dire, bon ben voilà, je suis capable d'atteindre tel niveau de réduction d'émissions des gaz à effet de serre, et à ce moment-là d'écrire son engagement. Les deux méthodes se valent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il y a juste des situations qui sont différentes pour chaque entreprise. Dans un engagement, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver trois choses. Un engagement de décarbonation, c'est quelque chose qui est très normé. On va retrouver un type de niveau de décarbonation, on va retrouver un périmètre et on va retrouver une échéance. Donc, votre engagement, il va pouvoir être exprimé dans je m'engage à réduire de 10% mes émissions de gaz à effet de serre liées à mon périmètre opérationnel, donc ce que je fabrique par exemple, ou les services que je rends, d'ici 3 ans. Voilà. J'ai un type, c'est moins de 10% de mon périmètre, moins de 10%, j'ai un périmètre, c'est mon périmètre opérationnel, et j'ai une échéance, c'est 3 ans.
je peux dire, moi, j'ai envie ou j'engage mon entreprise dans le fait d'être net zéro sur toujours mon périmètre opérationnel, par exemple, ou sur mon périmètre opérationnel plus tous mes achats en amont, ou mon périmètre opérationnel plus l'amont, plus la distribution de mes produits jusqu'à mes clients pas mes clients finaux, mais en tout cas mes clients directs. Ça peut être différents périmètres. Et ça, ce net zéro, je l'atteindrai en 2040 ou en 2050. On peut aussi, bien entendu, avoir une graduation, une amélioration graduelle de ces engagements. Donc, d'ici 3 ans, j'aurai diminué mon périmètre opérationnel de 10%, enfin les émissions de mon périmètre opérationnel de 10%. Et puis, d'ici 10 ans, ça sera moins 35%. Et puis, j'aurai atteint net zéro en 2040, par exemple. Mais en tout cas, les engagements sont toujours édictés de la même manière. Là, je vous ai mis 2 exemples. Capgemini, donc Capgemini qui gradue aussi son engagement en promettant atteindre la neutralité carbone de ses opérations en 2025 et d'être net zéro, alors toujours de ses opérations, j'imagine, d'ici 2030. Microsoft aussi, alors Microsoft qui va encore plus loin dans son engagement, d'ici 2030, ils seront carbone négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont émettre moins de carbone qu'ils vont en séquestrer. On va parler de la séquestration un petit peu plus tard. Et ça, d'ici 2030 et en 2050, Microsoft promet d'avoir retiré de l'atmosphère tout le carbone qu'ils ont émis depuis 1975. C'est-à-dire que non seulement ils sont carbone négatifs, mais qu'en plus, ils reviennent en arrière depuis la création de la société. Donc l'engagement, c'est un moment fort d'une stratégie de décarbonation, et c'est un moment aussi important, on ne fait pas ça tout seul dans son coin. Si vous le faites, et si vous investissez, autant le faire savoir. Une des premières étapes sera donc de mettre en place un bilan carbone. Dans un bilan carbone, on va s'intéresser au scope 1, scope 2, scope 3. C'est quelque chose que vous allez retrouver souvent avec les spécialistes qui parlent de décarbonation. Ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant en fait en tant que tel, scope 1, scope 2, scope 3. Si vous faites un bilan GES réglementaire, effectivement, vous allez vous intéresser scope 1, scope 2. Scope 1, c'est en fait toutes vos opérations, tout ce que vous faites en interne à votre entreprise. Scope 2, ce sont vos achats d'énergie et donc principalement d'électricité. Scope 3, c'est tout le reste, tout ce qui est autour. Les matières premières, l'approvisionnement, comment est-ce que les matières premières arrivent chez vous, toute votre sous-traitance, donc tout ce qui est amont, et puis aussi tout ce qui est aval jusqu'au bout, c'est-à-dire la manière dont le produit que j'ai fabriqué va chez le distributeur, puis du distributeur jusque chez le revendeur final, puis du revendeur final jusque chez le client, l'utilisation de ce produit et la fin de vie de ce produit, comment est-ce qu'il est recyclé ou mis en déchet. Donc le scope 3 est très très large et il n'est pas rare que le scope 3 représente 80, 85, voire 90% des émissions totales de l'entreprise. Dans le scope 3, certaines actions, pour revenir sur la question de tout à l'heure, certaines actions, on peut avoir un levier d'action, sur certaines émissions, on peut avoir un levier d'action. Si par exemple, on est en train de parler du transport amont de ces matières premières, on peut travailler avec le transporteur, on peut organiser sa logistique, sa supply chain de manière différente pour réduire cette partie du scope 3. Il y a certaines parties du scope 3 qu'on ne peut pas réduire. Si vous fabriquez par exemple des rasoirs électriques, que vous livrez vos rasoirs électriques chez des distributeurs comme Carrefour, Auchan ou Amazon, vous n'avez ensuite absolument pas la main sur comment Carrefour, Auchan, Amazon vont distribuer ces rasoirs, que vous fabriquez entre la plateforme où vous l'avez livré et puis leur magasin. Là, vous n'avez aucune action possible. Donc là, à ce moment-là, il y a une partie du scope 3 sur laquelle vous pouvez avoir un levier d'action, une partie du scope 3 sur laquelle vous ne pouvez pas induire. Par contre, sur votre rasoir électrique, une fois qu'il est chez votre client final et qu'il est utilisé, vous pouvez jouer sur sa consommation d'électricité, vous pouvez jouer sur sa durée de vie. Et ça a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Bon, scope 1, scope 2, scope 3, c'est plutôt du vocabulaire technique, on va dire, pas forcément intéressant, puisqu'en fait, au début d'un bilan carbone, on va regarder le périmètre qui vous intéresse en fonction de ce que je viens de vous expliquer, et vous allez choisir ce que vous voulez comptabiliser ou pas. Et généralement, on va comptabiliser ce sur quoi on a un pouvoir d'action, ce que l'on peut améliorer. Comptabiliser des choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucune action possible. Je vais reprendre un exemple qu'on m'a cité il y a assez peu de temps. Des grands musées ont fait leur bilan carbone en prenant en compte
le voyage, donc on parle de musées internationaux, le voyage, le déplacement des clients. Et les clients venaient de partout dans le monde. Le musée n'a absolument aucune action possible sur le fait de savoir si ces clients viennent en avion, en train, s'ils viennent d'un autre continent ou de la ville d'à côté en métro. Donc, on peut le comptabiliser. Déjà, c'est difficile à estimer. Et ensuite, il y a assez peu de leviers d'action. Donc, en général, dans un bilan carbone, on va comptabiliser le plus large possible, c'est vrai, mais sur ce que vous avez la capacité, ce sur quoi vous avez la capacité d'agir. Ensuite, je vous parlais à l'instant de l'imprécision du bilan carbone. Effectivement, contrairement à un bilan comptable, un bilan carbone est imprécis. En comptabilité, vous comptez les centimes. En comptabilité, vous avez des catégories et vous ne pouvez pas en sortir en comptabilité financière. En comptabilité carbone, ce n'est pas la même chose. En comptabilité carbone, vous n'avez pas un capteur de mesure de CO2 à la sortie de votre photocopieur, à la sortie de votre machine dans l'usine, à la sortie de votre pot d'échappement de votre voiture de fonction. Donc, toutes les émissions vont devoir, comme elles ne sont pas comptabilisées au réel, elles vont devoir être estimées. Et si elles sont estimées, il y a forcément une imprécision. Comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on gère cette imprécision? En fait, sur les postes les plus importants, on va passer plus de temps. On va s'y intéresser, on va essayer de réduire le plus possible l'imprécision. Sur les postes les moins importants, quand on aura fait une première estimation, si on se rend compte qu'il y a un poste comme le recyclage de vos produits ou comme les déplacements, par exemple, de votre équipe, si ce poste représente 1, 2 ou 3% du total de vos émissions de gaz à effet de serre, on va rester sur l'estimation, on ne va pas perdre de temps dessus parce qu'il n'y aura pas énormément à gagner. Par contre, sur les postes importants, on va affiner le plus possible, on va essayer de comprendre la mécanique, tous les process internes, et ça va nous permettre de faire déjà une meilleure estimation et ensuite un meilleur plan de réduction des émissions. Ensuite, dans un bilan carbone, on parle de CO2, mais il n'y a pas que du CO2. Des gaz à effet de serre, il y en a plusieurs, ils sont cités là en haut. Vous voyez le CO2, le méthane, CH4, les HFC, les SF6, pour les gens qui travaillent dans l'électricité, par exemple. Vous avez déjà entendu parler du SF6. Ça, ce sont tous les gaz qui produisent un effet de serre, donc qui vont induire le réchauffement climatique. Pour autant, tous ces gaz n'ont pas la même incidence sur le climat. Ils n'ont pas ce qu'on appelle tous le même pouvoir de réchauffement, le PRG. Alors, je ne vais pas développer le PRG maintenant. S'il y a des questions à la fin, on pourra en parler avec plaisir. Pour autant, en comptabilité, on va convertir les autres gaz en CO2. Donc, c'est pour ça que vous entendez parfois le terme de équivalent CO2 ou CO2 équivalent. Parce qu'on a converti du méthane en CO2 en le multipliant par 30, parce que le pouvoir de réchauffement du méthane est à peu près 30 fois supérieur à celui du CO2. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'ordre de grandeur. Une question de sémantique, Mathieu qui demande quelle est la différence entre neutralité carbone et net zéro. Bonne question. La neutralité carbone est plutôt atteinte grâce à la compensation. Alors que net zéro, on compte plutôt sur la réduction. Alors, dans tous les cas, il faut de la compensation, mais la sémantique est ainsi faite. Quand on parle de neutralité carbone, c'est qu'on a plus décidé de compenser, donc de séquestrer du carbone. Quand on parle de net zéro, on a plus décidé de réduire et on finit par compenser un petit peu à la fin parce que toute activité humaine est légèrement émettrice. Donc, sur les gaz, dans une comptabilité carbone, on va pouvoir voir le détail de chacun des gaz, puisque sur certains process, on va émettre plutôt du CH4 ou plutôt du CO2. Pour autant, dans le bilan carbone, on va transformer tous ces gaz en CO2. C'est un petit peu le même principe que si vous aviez par Oui, tu as été momentanément coupé. C'est bon, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok, très bien. Donc, c'est le même principe que si vous aviez des filiales, par exemple, en Croatie et au Royaume-Uni, chacune des filiales, et donc votre siège social en France, chacune des filiales va
vivre son PNL, va travailler son PNL au fil de l'eau avec sa monnaie, donc en Croatie en kuna, au Royaume-Uni en pounds et en France en euros. Par contre, quand vous consolidez, vous transformez tout en euros. C'est le même principe en bilan carbone. Il y a différents gaz, et quand on consolide, quand on fait le bilan, on met tout en équivalent CO2. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'afficher les écritures au fil de l'eau. Donc, un exemple de bilan carbone, c'est ça. Alors, on ne va pas détailler le bilan carbone de Microsoft. Ce n'est pas le but de l'exercice d'aujourd'hui. Je voulais juste, en fait, par l'affichage de cet écran, vous montrer qu'un bilan carbone, en fait, c'est la même chose qu'un PNL, c'est la même chose que votre compte de résultat. Vous avez des familles de dépenses, comme vous avez les achats de matières premières, les achats de sous-traitance, les impôts et taxes dans votre compte de résultat. Et vous avez des sous-familles. Pas de la même manière, dans les achats de matières premières, vous avez vos sous-familles qui dépendent de votre activité. Un bilan carbone se présente exactement de la même manière. La différence, c'est qu'au lieu de comptabiliser des euros, on va comptabiliser des tonnes de CO2. Et encore une fois, on a transformé le CH4 en CO2 pour que ce soit plus facile à lire. Donc, quand vous recevrez votre bilan carbone, vous n'allez pas être perdu, dans le sens où c'est la même lecture que votre compte de résultat. Et donc, c'est la même démarche ensuite. Dans votre compte de résultat, quand vous voulez réduire vos coûts, vous allez commencer par vous intéresser aux coûts les plus importants et donc hiérarchiser les dépenses. Ensuite, vous allez identifier des solutions qui existent pour vous permettre de réduire ces dépenses les plus importantes. Et puis, vous allez mettre en place ces solutions. Dans une démarche de décarbonation de vos activités, c'est exactement la même chose. Vous allez identifier les postes de dépenses ou les postes d'émissions les plus importants. Ensuite, vous allez trouver des solutions qui vous permettent de réduire ces émissions, et puis vous allez les mettre en place. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous prendre un exemple concret d'identification de solutions, et puis ensuite, comment est-ce que je mets en place, ou comment est-ce que je prends la décision de mettre en place une solution. Alors, comme j'ai travaillé moi beaucoup dans le domaine du transport, je vais prendre un exemple que je connais bien. Donc, le cas de l'achat d'un camion ou le cas de l'achat d'un appel d'offres transport, c'est exactement la même chose. Si on imagine que vous avez aujourd'hui un camion diesel qui est un porteur 26 tonnes, qui roule 100 000 km sur une année, par exemple, et qui consomme 32 litres au 100, il va émettre sur cette année, donc sur ces 100 000 km, 115 tonnes de CO2. C'est la barre la plus à gauche que vous avez, la barre gris foncée. Si ce véhicule diesel, vous le remplacez par un véhicule qui roule au gaz naturel, il émettra 95 tonnes de CO2 pour la même activité, le même camion, même kilométrage sur la même durée. C'est donc une réduction de 20% de vos émissions de gaz à effet de serre et donc de votre empreinte carbone. Ça, vous pouvez le faire si c'est votre camion, vous pouvez le faire aussi avec votre sous-traitant si vous avez un partenaire transporteur qui travaille avec vous. Bien entendu, il y aura un coût un petit peu différent et donc il va falloir le payer un petit peu plus cher parce que le coût du camion et le coût du gaz sont un peu supérieurs, surtout en ce moment, au diesel. Maintenant, vous avez d'autres solutions qui s'offrent à vous. Par exemple, vous pouvez choisir un véhicule électrique. Alors là, vous avez 3 exemples d'électricité. En bleu foncé, vous voyez que vous avez un véhicule électrique sur le mix électrique européen. Dans ce cas-là, donc le véhicule va émettre 67 tonnes. Vous avez, en bleu un peu plus clair, un peu plus loin, le mix électrique français. 31 tonnes d'émissions, toujours pour mon utilisation de 100 000 km à l'année de mon porteur 26 tonnes. Et puis sur un mix électrique fictif, où l'électricité serait purement émise par serait purement produite par des ENR, donc du photovoltaïque, du solaire, de l'éolien, excusez-moi, ou de l'hydraulique. Alors, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que là, il y a plusieurs notions. La première notion, c'est pourquoi est-ce qu'un camion électrique émet du CO2 ? Alors, il n'en émet pas. Il n'y a pas de taux d'échappement sur un camion électrique, pas plus que sur une voiture électrique. Par contre, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'analyse en cycle de vie, ou on appelle ça aussi du puits à la roue, assez spécifique au camion comme expression. Mais donc, l'analyse en cycle de vie est sans doute quelque chose dont vous avez entendu parler. Dans l'analyse en cycle de vie, on va prendre les émissions. Alors là, je vous parle d'un camion, ça pourrait être d'une machine, ça pourrait être d'un rasoir électrique, encore une fois, ou d'une cafetière. Il y a les émissions liées à l'utilisation du matériel. Mon camion électrique, il y a 0 émission parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre qui sortent d'un camion électrique. Donc là, c'est 0. Il y a les émissions qui sont liées à la fabrication de ma machine, de mon rasoir ou de mon camion.
Là, en l'occurrence, si je prends le cas d'un Renault Trucks qui est fabriqué en France, un MAN qui est fabriqué en Allemagne ou un Volvo qui est fabriqué en Suède ou en Belgique, les émissions seront les mêmes pour tous les pays. Donc, pourquoi est-ce que ça change? C'est le troisième facteur d'émission qui va faire varier le chiffre que vous voyez là. C'est les émissions liées à la production de l'énergie. Donc là, en l'occurrence, l'énergie, c'est de l'électricité. Et donc, cette électricité, en fonction de si elle a été produite par des ENR, si elle a été produite en France, avec le mix énergétique français, ou en Allemagne ou en Pologne, avec un mix énergétique bien différent, les émissions seront différentes. Donc là, ce que vous voyez, et ce qu'on va analyser dans une stratégie de décarbonation, c'est l'analyse en cycle de vie des matériels qu'on va sélectionner. Alors, matériel, les camions, des matières premières, des investissements, des machines, de la photocopieuse, et ainsi de suite. On va s'intéresser à leur analyse en cycle de vie, donc la production du matériel, l'émission du matériel au moment de son utilisation et les émissions qui sont liées à l'énergie que nécessite ce matériel. Donc c'est pour ça que vous avez trois cases électricité avec 3 niveaux. Donc vous voyez, je reprends mon exemple. Si je passais mon camion du diesel au GNV, au gaz naturel, je gagnais 20%. Si je le passe en électricité, en moyenne en Europe, je vais à peu près diviser par 2 mes émissions. En France, je vais les diviser plutôt par 4. Si mon camion, je le passe au baissant, à ce moment-là, je réduis de moitié à peu près mes émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on commence à être sur une réduction qui est très conséquente, hein, réduire de moitié les émissions d'un... alors, encore une fois, là, je vous prends l'exemple d'un camion, mais ça peut être une machine, ça peut être un intrant, donc une matière première. Ça commence à parler. Ensuite, il y a le cas de l'hydrogène. Alors, je vais m'arrêter aussi un petit peu sur le cas de l'hydrogène. L'hydrogène, attention, je vous ai pris ici le cas d'un hydrogène vert, donc un hydrogène qui serait produit par des énergies renouvelables, donc par exemple un électrolyseur qui est connecté à des éoliennes ou à des panneaux photovoltaïques, ou d'autres systèmes qui peuvent être la thermolyse de biomasse, la photopyrolyse de biomasse, qui permettent aussi de produire de l'hydrogène vert. Si je vous avais mis l'hydrogène gris, c'est 95% de l'hydrogène produit aujourd'hui. À ce moment-là, on aurait une barre, donc l'hydrogène gris, c'est l'hydrogène qui provient de vapocraquage de méthane. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais donc retenez bien que c'est 95% d'hydrogène à l'heure actuelle. À ce moment-là, on aurait une barre qui serait plus importante que la barre diesel, et donc là, vous ne seriez pas en train de décarboner, mais en train de carboner encore plus. Vous seriez en train d'émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre. Donc attention, si vous avez un projet qui inclut l'hydrogène, à bien vous intéresser à de quel hydrogène il s'agit et quel est le poids de cet hydrogène, enfin quel est le niveau d'émission de gaz à effet de serre de cet hydrogène. Donc l'hydrogène vert, vous voyez qu'on est à peu près sur une division par un peu plus que 2, on va être à peu près à une division par 3 des émissions de gaz à effet de serre. Et puis le biogaz, alors le biogaz c'est le même camion que le gaz naturel, exactement le même véhicule, sauf que le gaz, au lieu d'être issu d'énergie fossile, il est issu de méthanisation, et donc là, il a un bilan carbone qui est bien meilleur. Alors ce que vous allez me dire maintenant, c'est bien gentil, j'ai plein de solutions devant les yeux, mais moi je suis chef d'entreprise, laquelle de ces solutions je choisis? Parce qu'à la fin, j'ai quand même un PNL à piloter, j'ai une capacité d'investissement qui n'est pas infinie, et si j'ai une stratégie de décarbonation, elle est graduelle, elle est sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, donc je ne vais pas du jour au lendemain remplacer tous mes véhicules par des véhicules au biogaz, par exemple, dans le cas d'ici. Donc, quand vous allez prendre votre décision, en fait, je vais vous proposer là 3 méthodes pour analyser les solutions qui vous ont été proposées, alors soit par un consultant, soit par vos équipes, mais vous avez face à vous un panel de solutions, il va falloir les analyser. Voici 3 méthodes. Alors déjà, ces méthodes, alors si vous connaissez d'autres méthodes, moi je suis très intéressé à ce qu'on échange à la fin dans les questions-réponses sur les méthodes que vous employez vous dans vos entreprises peut-être. Là aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu lire ou recenser, il y a à peu près 1300 entreprises qui déclarent utiliser ces méthodes. Donc dans ces méthodes, on fixe à chaque fois un prix à la tonne de carbone. Alors la première des méthodes, ce qu'on appelle l'implicit carbon price, vous allez accepter de payer un peu plus cher une prestation ou un produit qui sera un peu moins carboné. Donc, par exemple, vous allez fixer comme règle en interne de dire, eh bien, si le produit ou le service que j'achète me permet une décarbonation de l'ordre de 20%,
par rapport à ce que j'achète habituellement, je vais accepter de payer 10% plus cher, par exemple. Ou ça peut être dans l'autre sens. S'il me permet une décarbonation de 10%, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10%, je vais accepter de payer 20% plus cher. Donc, ça peut marcher. Là, j'ai pris un exemple de prix de l'électricité. On peut choisir un fournisseur d'électricité qui va offrir une électricité un peu plus décarbonée que celle qu'on a déjà en France et la payer un petit peu plus cher. C'est une première méthodologie. Une deuxième méthode, on va fixer donc là véritablement un prix au carbone et je vais revenir sur mon slide précédent et on va évaluer chacune des solutions. Si vous avez déjà acheté un camion, mais quoi que vous achetiez, en général, la démarche est la même, on ne s'intéresse pas seulement au prix d'achat du véhicule ou du produit, on va s'intéresser souvent à son coût total d'utilisation. Donc, on va prendre le coût d'achat du camion, diesel, on reste sur le véhicule actuellement présent dans votre flotte, prix d'achat du camion diesel, moins son prix de revente, si je le garde 5 ans par exemple. Ensuite, je vais y ajouter le coût de l'assurance, le coût du carburant que je vais mettre dans le camion, la maintenance, les différents coûts, taxes que je vais pouvoir avoir sur ce véhicule, le coût du conducteur. Ça me fait ce qu'on appelle le TCO, le coût total d'utilisation de mon véhicule. À ce TCO, donc ça c'est de l'argent que je vais dépenser réellement. À ce TCO, je vais ajouter en fait le prix du carbone, la valeur que j'ai fixée au carbone. Donc là, je vous ai dit dans mon exemple 5 ans, donc je vais faire 115 tonnes de CO2, multiplié par 5 ans, c'est ce que mon camion va émettre pendant que je vais l'utiliser, multiplié par exemple 50 € de valeur de la tonne. Ça va me donner un montant global. Et pour évaluer la solution suivante, je vais prendre par exemple un véhicule B100, le coût du véhicule, exactement le même calcul, combien je l'achète, combien je le revends. Il y a des choses qui ne vont pas changer. Le chauffeur, je vais le payer de la même manière qu'il conduise un camion diesel ou un camion B100. Il y a des choses qui vont changer, par exemple, le prix du carburant. Diesel n'est pas tout à fait au prix du B100. Donc, mon coût total d'utilisation du véhicule, et à ce coût total, je vais ajouter la part carbone. Toujours 50 €, toujours multiplié par 5 ans, mais cette fois-ci multiplié par 56 tonnes à l'année, et non 115 tonnes. Ça va me donner un coût total fictif. Fictif parce qu'il y a une partie que je vais payer véritablement, et une partie que je ne vais pas payer, ce shadow price, donc cette valeur que je donne au carbone, 50 multiplié par 115 ou 50 multiplié par 56. Et ça va me permettre d'évaluer les solutions et de prendre ma décision. Je ne paierai pas cet argent à qui que ce soit, je ne veux pas rendre les 50 € à Mère Nature, mais pour autant, ils m'ont permis de prendre ma décision. La troisième méthode, là pour le coup, c'est de l'argent qui va sortir de ma poche, ou en tout cas de celle de ma BU. Si vous êtes dirigeant de BU, certaines entreprises ont décidé de mettre en place des carbone tax ou carbone fee, ça peut s'appeler, donc par exemple de fixer donc un prix de carbone, et ce prix de carbone de le facturer à leur BU. Alors cet argent ne sort pas de l'entreprise, il est facturé par la holding à l'agence ou à la BU que vous dirigez, et pour autant, il sort de votre PNL. Donc si vous êtes intéressé, vous et vos équipes, aux résultats de la division, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Le calcul est exactement le même que celui que je viens de faire, sauf que sur la base des émissions que vous allez réaliser au cours de l'année, votre siège va vous facturer cette taxe. Alors, ça peut être 15 €, ça peut être 10 et 20 €, 50 € la tonne de CO2. Et généralement, cet argent il est utilisé pour financer les projets de séquestration. Donc, l'argent, encore une fois, ne sort pas de l'entreprise, ou il est réutilisé par l'entreprise pour faire quelque chose, mais pour le coup, il sort de la BU, de la division de l'agence que vous dirigez. Et donc là, contrairement au shadow price, où on était juste sur de l'analytique, là, on est véritablement sur un flux d'argent entre la BU et la holding. Donc là, je vous ai parlé des deux premiers items, mesurer mon bilan carbone, mes scopes, qu'est-ce que je vais décider de mettre dans mon périmètre, qu'est-ce que j'inclus, donc principalement ce que j'ai décidé ce sur quoi j'ai un levier d'action. Je vous ai parlé de trouver des solutions en prenant un exemple sur des camions, mais qui peut s'appliquer à bien d'autres machines. Et puis, comment est-ce que je prends la décision de choisir une solution par rapport à une autre, parce que après tout, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas le seul décisionnaire quant au choix de la solution. Maintenant, la troisième partie, je vous avais dit mesurer, réduire, compenser. La troisième partie, on va parler de séquestration.
Compenser, c'est… Alors, il y a deux termes, hein, on va dire financer un projet de séquestration ou acheter un crédit carbone. Ces deux termes, en fait, recouvrent exactement la même chose. Vous allez financer un projet qui va permettre de séquestrer du CO2. Souvent, alors pour choisir en fait quel projet vous allez financer, il y a des centaines, des milliers de projets qui existent sur Terre et que vous allez pouvoir financer et qui vont donc vous permettre de compenser vos émissions résiduelles. Vous allez vous intéresser souvent à trois critères. Premier critère, l'additionnalité. L'additionnalité, c'est-à-dire que le projet que vous allez financer, il va séquestrer du carbone qui n'aurait pas été séquestré si vous ne le financiez pas. Sinon, très, très clairement, vous allez financer quelque chose qui ne servira à rien. Donc, ce qui va vous intéresser dans le projet, c'est quelle est son additionnalité, quel est le carbone additionnel qu'il va séquestrer par rapport au fait de ne pas financer ce projet. Deuxième chose, la certification. Moi, je vous recommande d'investir, si vous investissez, si vous faites de la compensation, je vous recommande d'investir dans des projets qui sont certifiés, alors par Verra, par Gold Standard, il y a d'autres organismes certificateurs, mais en tout cas, de trouver un organisme certificateur sérieux. Il y a des projets qui ne sont pas certifiés, ça existe. Ils sont en général pas très chers et ils ont en général absolument aucune valeur réelle sur leur séquestration. On va en reparler sur le slide juste après. Ou je peux en parler tout de suite. Les projets de séquestration les plus connus, les plus célèbres, c'est planter des arbres, financer des forêts. Si vous avez un projet de plantation d'arbres qui est certifié par un organisme extérieur, un organisme vérificateur, à ce moment-là, il y a vraiment des arbres qui sont plantés, il y a vraiment quelqu'un qui va les arroser. Si votre projet n'est pas certifié, vous n'êtes pas sûr que les arbres ont vraiment été plantés, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un les a arrosés, vous n'êtes pas sûr 1 an, 2 ans après qu'ils sont encore en vie, et vous n'êtes pas sûr non plus que les arbres n'ont pas été vendus 3 fois, 4 fois, 5 fois à des personnes différentes. La certification, c'est un point important. Et ensuite, la permanence. Donc la permanence, c'est le fait que le carbone que vous capturez, il est séquestré pour une durée d'au moins une centaine d'années. J'ai travaillé moi l'année dernière sur un projet où la séquestration se faisait, la compensation se faisait par la séquestration de carbone dans ce qu'on appelle du biochar. Le biochar, c'est un amendement des sols, et donc c'est utilisé par l'agriculture. Et le biochar, quand il est utilisé par l'agriculture, il a une durée de vie d'une centaine d'années. Donc là, il y a une véritable permanence. Si ce biochar, il avait été mis dans un four ou dans un barbecue, tout le CO2 repart dans l'atmosphère immédiatement, il n'y a pas de permanence. Donc dans le projet, il fallait vérifier que ce biochar était bien réutilisé par des agriculteurs et qu'il était bien répandu dans les sols. Souvent aussi, des projets vont engendrer des co-bénéfices. Dans le cas que je vous citais sur le biochar, le co-bénéfice, c'était que l'agriculteur allait utiliser moins d'engrais. Et le deuxième co-bénéfice, c'est que sur son champ, en fait, il y avait une meilleure rétention des eaux de pluie sur le champ de l'agriculteur. Donc ça, ce n'est pas quantifiable en CO2, mais en tout cas, c'est un bénéfice intéressant pour l'agriculteur. Pour finir sur la compensation, parce que je vous ai dit, ce qui est le plus important, c'est quand même la réduction. Quand vous allez acheter un crédit carbone ou financer un projet de séquestration, à quoi vous allez vous intéresser, c'est la localisation du projet, sa qualité, donc sa qualité notamment en termes de séquestration, son organisme certificateur, et donc la qualité de l'organisme certificateur, l'éco-bénéfice de ce projet, et vous allez trouver des projets, des crédits carbone qui vont de 2, 3, 4 euros pour les moins chers à 1 000 euros pour les plus chers. Encore une fois, si vous allez vers des projets qui ne sont pas chers, qui ne sont pas certifiés, vous n'avez aucune certitude de la vérité, de la véracité du projet et donc de la séquestration réelle. En allant vers des projets qui sont certifiés, ils seront certes un peu plus chers, mais vous allez pouvoir assurer et ne jamais mettre votre entreprise en risque de greenwashing en ayant dit que vous aviez financé des projets qui finalement n'ont pas vu le jour. Peut-être l'avez-vous fait de bonne foi, mais pour autant, il pourrait y avoir des impacts négatifs sur votre entreprise. Je regarde l'heure, je suis un petit peu en retard, excusez-moi. On arrive aux trois exemples de plans d'action. Je vais faire assez vite sur les plans d'action pour qu'on ait le temps d'échanger. Premier secteur d'activité, une société du BTP. Donc, la phase de mesure dont je vous ai parlé, qui dure entre 1 et 3 mois, elle va se présenter comme ça. On va soit vous donner un tableau, soit vous donner un histogramme. Souvent, on présente ça sous forme d'histogramme parce que c'est plus parlant. Ça permet de hiérarchiser tout de suite. Et vous voyez, dans cette société, ce qui émet le plus, en fait, c'est les matériaux et donc l'acier et le ciment. Comment est-ce que je transforme ça, cet histogramme, en plan d'action?
Par exemple, alors déjà, on ne le fait pas tout seul dans son coin, ça, c'est pas possible. Donc, on le fait avec les équipes. Et on va classifier plusieurs types d'actions. Par exemple, il y a des actions achats. Souvent, on va retrouver des actions qui vont faire intervenir le service achat, mais aussi le service opération qui utilise ce qui est acheté. On pourrait, par exemple, acheter de l'acier recyclé au lieu d'acheter des aciers neufs. Et là, les émissions liées à des aciers recyclés sont beaucoup plus faibles, à la tonne d'acier, sont beaucoup plus faibles que les émissions d'un acier neuf. Donc c'est une première action relativement simple à mettre en place, mais qui vous permet de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Une deuxième chose, on pourrait se dire, tiens, je vais faire des structures en bois plutôt que de faire des structures en acier. Et là, je vais aussi réduire mes émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est une très bonne action. Par contre, il faut la nuancer parce qu'il n'y aura pas assez de forêts françaises pour construire toutes les maisons, tous les habitats, toutes les entreprises qu'on construit chaque année en France. Donc, c'est une action possible. Par contre, c'est une action qui ne permettrait pas de nourrir toute la filière de la construction. On va pouvoir aussi avoir des actions de type R&D, innovation. Par exemple, le ciment est utilisé dans le béton, et à ma connaissance, alors je ne suis pas un spécialiste du BTP, mais à ma connaissance, on met autant de ciment dans le béton pour faire un rez-de-chaussée qu'on en met au 10e étage. Or, les efforts de structure ne sont pas exactement les mêmes au rez-de-chaussée ou au 10e étage. Donc, il y a peut-être de la R&D, de l'innovation possible sur le taux de ciment dans le béton en fonction de l'usage, en fonction du bâtiment. Et c'est là où je vous dis aussi, il faut travailler avec les équipes. Il faut travailler avec l'entreprise pour identifier ce qu'il est possible de faire et là où on peut améliorer. Enfin, sur le poste des engins de chantier ou des camions, on revient un peu sur l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. On va pouvoir trouver des matériels qui seront mus différemment, donc une énergie différente, et qui seront moins émissifs. Ça peut faire partie des actions à mettre en place. Un deuxième exemple, chez un distributeur d'eau. Alors, j'aime bien cet exemple parce que vous voyez la barre la plus haute, là au milieu, 879, ce sont les tuyaux remplacés. Et donc, on pourrait se dire, j'arrête de remplacer les tuyaux. Sauf que ce n'est pas du tout une bonne idée, parce que si vous arrêtez de remplacer les tuyaux, en général, quand un distributeur d'eau remplace des tuyaux d'eau, c'est parce qu'il y a une fuite, et donc là, vous allez multiplier les fuites, donc ce n'est pas très efficace. Ce n'est pas très efficace sur le PNL non plus. Et puis, s'il y a des fuites, les pompes vont tourner beaucoup plus vite, vous allez cramer des pompes, vous allez consommer de l'électricité, donc c'est vraiment pas la bonne idée. Par contre, je peux peut-être travailler avec mes fournisseurs de tuyaux pour trouver des tuyaux qui sont dans des matières moins émissives. Donc, le process de fabrication consomme moins d'énergie fossile. Je peux peut-être travailler aussi avec mes fournisseurs de pompes pour trouver des pompes qui vont consommer moins d'énergie pour faire circuler l'eau dans les réseaux. Donc là, on est toujours sur une phase achat. Sur une phase organisation, je vous ai parlé achat, je vous ai parlé innovation. Sur une phase organisation, toutes les émissions qui sont liées au génie civil et donc au carburant des machines pour, par exemple, creuser la tranchée. Je peux peut-être travailler, alors pas avec un de mes concurrents, ce n'est pas l'idée, mais travailler avec d'autres fournisseurs parce que cette année, nous, on passe dans la rue, on fait une tranchée et puis on remplace le tuyau d'eau. Et puis l'année prochaine, quelqu'un d'autre va passer dans la rue pour installer la fibre optique. On peut peut-être travailler ensemble, ça nous permettra de faire qu'une tranchée en une fois. On fait passer le tuyau d'eau, on fait passer la fibre optique un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, pour pas qu'il y ait d'interaction. Mais en tout cas, on n'a fait qu'une seule tranchée, et donc on va se partager les émissions. Et dans la vraie vie, il n'y aurait eu qu'une fois les émissions liées à la création de cette tranchée, au lieu d'y avoir deux fois. Donc il y a véritablement une réduction des émissions de gaz à effet de serre, et vous prenez que la moitié, puisque vous êtes deux entreprises à être intervenues. Si vous êtes trois, c'est encore mieux. Donc voilà aussi le type d'action qu'on va pouvoir mettre en place à la lecture du bilan ou de l'histogramme qui en sort. Et puis le dernier exemple que je vais prendre juste avant de passer aux questions-réponses, c'est l'exemple d'une banque. Alors je ne vais pas parler des prêts, mais donc là où c'est parlant, là où c'est intéressant, c'est que c'est l'exemple d'une société de services donc qui vend de la matière grise. Souvent, on va retrouver ce type d'histogramme. On va retrouver le chauffage, comme étant un des premiers postes d'émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est les bureaux, et puis ensuite les déplacements et les achats de services. Alors le chauffage, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple changer la chaudière. On était au fioul, on va passer au gaz, on était au gaz, on va passer à l'électrique. Ça va nous permettre de réduire les émissions liées au chauffage. Ça, c'est une première idée. On peut aussi favoriser le télétravail. Alors favoriser le travail, c'est une très bonne idée si vous réduisez le nombre de mètres carrés. Si vous avez une tour à la Défense avec 10 étages, il
si vous avez 10 étages d'une tour à la Défense, et vous gardez ces 10 étages en ayant mis les gens chez eux au télétravail, vous n'avez rien gagné du tout. Le chauffage est exactement le même, et il y en avait même peut-être un petit peu plus chez vos salariés qui baissaient le chauffage chez eux pendant la journée quand ils n'étaient pas là et qui du coup vont le remonter. Donc là, l'action, pour aller au bout de l'action, il faut mettre des gens en télétravail et fermer quelques étages pour réduire vos dépenses en chauffage. On peut aller plus loin que ça. On peut imaginer que les étages que vous avez libérés, vous les transformez en habitation. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout dans une tour de bureau, mais vous les transformez en habitation, ce qui va vous permettre de proposer des logements de fonction à certains de vos salariés et ce qui va réduire le poste de déplacement domicile-travail. Donc, vous avez réduit le chauffage, puisque vous n'avez plus que 5 étages à chauffer au lieu de 10, et vous réduisez le poste déplacement domicile-travail de vos salariés, puisqu'il y en a qui habitent à l'étage au-dessus. Alors, tout le monde n'aura pas envie d'habiter un étage au-dessus de son bureau, mais pour autant, ça peut être une des propositions qu'on peut mettre en place, une des actions qu'on peut mettre en place. Et puis, vous pouvez agir, et ça sera ma dernière action, sur la travel policy. Donc, est-ce que pour un déplacement de 2 heures, je prends l'avion, je prends le train? Est-ce que pour un déplacement de 4 heures, je prends l'avion, je prends le train? Et vous pouvez agir aussi sur votre car policy. Quel type de véhicule j'alloue en véhicule de fonction à mes salariés? Est-ce que c'est des véhicules diesel, essence, hybrides, électriques? Est-ce que tous les urbains, plutôt que leur proposer un véhicule, je vais leur proposer plutôt un abonnement à une société de trottinette électrique ou un vélo assistance électrique plutôt qu'une voiture électrique? Voilà toutes les actions qu'on peut mettre en place à la lecture de ce type d'histogramme. Je vais finir mon intervention, et donc on va passer tout de suite aux questions-réponses, en vous parlant des guides que 400 Partners met à éditer. Donc déjà, il y a des guides qui sont offerts. Là, si vous écrivez à contact@400.partners, vous pourrez recevoir un guide offert si vous êtes dans les 20 premiers. On a présenté ici le guide Engager une mission de transition à impact parce que ça se prêtait bien au sujet. Il y a d'autres guides, vous allez voir, c'est des guides qui coûtent aux alentours de 10 €. Et il y a un guide, par exemple, sur la valorisation de son entreprise, un guide sur les achats, comment acheter mieux que ses concurrents. C'est des guides qui sont très courts, très concrets, qui ont été écrits par des managers, donc ce n'est pas de la littérature, c'est des actions concrètes sur comment est-ce que je fais pour traiter le sujet du guide. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un guide ou pour avoir la présentation en PDF. Je vous remercie de votre attention et c'est maintenant moi qui suis à votre écoute. On va commencer avec une première question de Yves qui demande qu'est-ce que tu penses de capter le CO2 pour le stocker ou pour en faire un carburant de synthèse en le combinant avec de l'hydrogène vert? Alors là, je ne vais pas être assez spécialiste ou technicien de la question. Séquestrer le CO2, effectivement, il y a plein de projets différents de captation et de séquestration de CO2. Ce que j'ai compris, moi, de la séquestration de CO2, c'est de la captation de CO2, c'est qu'on le capte le mieux au moment où on l'émet. Donc, c'est beaucoup plus facile de le capter à la sortie d'une usine, là où on est juste en fin de process, plutôt que d'aller le capter dans l'atmosphère. Après, sur le fait de l'intégrer à de l'hydrogène pour en faire un carburant, là, je ne suis pas assez spécialiste, je suis désolé. Je ne vais pas savoir répondre à cette question. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main avec l'outil. Est-ce qu'il y a des réactions aussi, notamment sur la manière dont vos entreprises, pour évaluer les solutions de décarbonation, si certains ont un vécu, ce serait intéressant de partager, ou sur la manière aussi dont la stratégie a été mise en place, stratégie de décarbonation, donc c'est-à-dire parce que ce dont je parlais, mesurer, réduire, compenser. Dans quelle mesure vous partez plutôt sur la réduction ou sur la compensation? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience aussi sur ces sujets-là?
Alors, je vois dans le chat, là, parce que je ne pouvais pas voir le chat pendant que je parlais, je vois dans le chat qu'il y a une question, il y avait une réaction sur le shadow price. La carbon tax doit être au minimum supérieur au coût du crédit carbone. Alors attention, là je vais faire un peu de sémantique. Ça dépend ce qu'on appelle un crédit carbone. Là, je pense que la personne Mathieu parlait des ETS. Les ETS, c'est le marché régulé du carbone. Certains secteurs d'activité sont soumis aux ETS. Et à ce moment-là, il y a un prix du crédit carbone. Et ensuite, il y a le marché volontaire du crédit carbone. Ce que je vous ai montré, moi, ce dont je vous ai parlé, c'était le marché volontaire. Là, on est plus sur un marché de gré à gré, où chaque crédit carbone, chaque projet de séquestration a un coût différent par rapport à sa qualité, enfin les critères dont je vous ai parlé. Donc effectivement, il y a un prix du crédit carbone, on appelle souvent ça le coût du crédit carbone, le prix du crédit carbone. Là, on parle souvent du marché des ETS. Donc le marché des ETS, ce n'est pas un marché volontaire. Si vous êtes dans une industrie qui est concernée, vous n'avez pas le choix. Vous avez une limite d'émission, et si vous dépassez cette limite, vous devez acheter des crédits carbone, donc des ETS en vrai, sémantiquement, vous devez acheter des crédits carbone à un autre acteur de la filière. Donc oui, effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, des ETS, votre shadow price ou votre carbon tax doit forcément être supérieur aux ETS, sinon vous avez dans la raquette. Oui, Eric, vous avez une question? Oui, bonsoir à toutes et tous. Et j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en voiture en ce moment. Je voulais juste réagir sur la question effectivement de la capture du carbone, donc du CO2 pour la fabrication de carburant. C'est un métier que j'exerce au sein d'une entreprise canadienne qui s'appelle SAF Plus Consortium et qui est un producteur de SAF, donc de e-fuel, méthode Power to Liquid. Et donc, on a en amont de notre process de production une capture post-combustion et biologique, donc par une membrane directement auprès d'un gros émetteur de CO2. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On a d'ailleurs l'ensemble des briques technologiques en matière de capture pour effectuer les captures de l'ordre de 130 000 tonnes de CO2 par an. Donc, en fonction de la qualité, bien sûr, du CO2, il faut que le CO2 soit pur et retraité. Donc, ce mode de fonctionnement et ce process industriel s'adapte surtout à des grosses aciéries ou des cimenteries. Je pensais notamment aux cimenteries, puisque ça a été un des sujets que l'on a évoqué en meeting ce jour. Les cimenteries qui émettent un CO2 de très, très bonne qualité. Voilà, c'est simplement pour vous dire que les carburants durables, et notamment pour l'aéronautique, pour l'aviation, donc les SAF, sont tout à fait possibles. Autre que des SAF, des biofuels qui sont plutôt issus de la biomasse. Nous, on est en fait dans le secteur des électrofuels, donc à base d'hydrogène vert, issu principalement en Europe, d'une électricité qui provient du photovoltaïque, de l'éolien, voire du nucléaire, puisqu'on s'adapte très très bien, notre process s'adapte très très bien à une production électrique à partir du nucléaire. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. Merci Eric. Merci beaucoup. Mathieu, vous aviez une question? Attendez, on ne vous entend pas. Activez le micro. Oui, merci pour cette présentation qui était très intéressante. Premièrement, une remarque sur le prix de l'offset. En fait, il y a aussi moyen de considérer que l'objectif étant un net zéro ou une décarbonation totale, et donc il y a un coût pour faire cet offset. Même si ce n'est pas sur le marché régulé, il y a toute une série de sociétés qui vendent justement des bons pour faire cet offset, et je dirais il faut s'assurer que ce prix soit, je dirais, le prix votre shadow price soit au moins au-delà de ce coût-là, parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile de le justifier. Ça, c'était plutôt une première remarque. Après, deuxième, non, c'est plus une question. Donc, vous êtes manager de transition. Vous avez beaucoup de mandats ou de projets sur la décarbonisation. C'est quelque chose qui progresse bien? Alors, il y a beaucoup de discussions. C'est quelque chose qui est à l'agenda de beaucoup d'entreprises.
En termes de management de transition, l'année dernière, j'ai eu un contrat qui a duré plusieurs mois. Après, ça peut aussi faire le cas de missions un peu plus courtes qu'un manager de transition, donc plutôt dans des rôles de conseil. C'est aujourd'hui plutôt sur ce type de durée, mais avec la volonté d'avoir des missions vraiment de mise en place, la mise en pratique de la stratégie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ou retours d'expérience? Alors, il y a quelqu'un qui posait une question, j'ai vu, sur les indicateurs de mesure, harmonisation, standardisation. À ma connaissance, à Toulouse, en tout cas en France, beaucoup se réfèrent à ce qu'on appelle les facteurs d'émission de l'ADEME, qui sont révisés assez régulièrement, alors qu'ils sont révisés aussi grâce aux entreprises qui déclarent les facteurs d'émission sur ce qu'elles produisent elles-mêmes. Donc, c'est une question qui est en progrès continu, en amélioration continue. C'est quelque chose qui change tout le temps. L'ADEME met ses bases de données à jour très régulièrement, et ces bases de données sont transmises à l'ensemble des personnes qui travaillent dans le secteur. Donc, effectivement, il y a des progrès à réaliser, sans aucun doute. Déjà, il n'y a pas des facteurs d'émission pour absolument tous les produits existants. Et puis ensuite, voilà, oui, il y a des progrès à réaliser, mais ils sont réalisés petit à petit au fil des travaux qui sont menés par l'ADEME, par l'ABC, sur ces sujets-là, et puis par chacune des entreprises qui produit quelque chose et qui calcule ce que coûte en CO2 ce qu'elle a produit. Nicolas? Oui, bonsoir. Donc déjà, merci pour la présentation. Une question sur la captation aussi, c'est par convention la durée du siècle, compte tenu de la stabilité de la molécule et du fait qu'un siècle, c'est une paille pour lui, puisque c'est plutôt en millénaire qu'on compte au niveau du carbone. Oui, c'est ça, effectivement. Par convention, on calcule plutôt sur sur un siècle, excusez-moi, sur 100 ans. Effectivement, le CO2 a plutôt une durée de vie dans l'atmosphère de l'ordre de 1000 ans, à peu près. Mais effectivement, enfin, vous avez tout à fait raison, la convention est plutôt de comparer tout sur 100 ans. Après, il y a des ABAC qui existent pour, justement, quand je parlais à un moment du méthane par rapport au CO2, par rapport au SF6, ainsi de suite, il y a des ABAC de comparaison pour connaître la situation à 30 ans, à 100 ans, à 1000 ans, à 10 000 ans. Des gaz comme le SF6 seront encore présents dans l'atmosphère dans 10 000 ans, ceux qu'on émet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, enfin, j'avais relevé la main. Ah Merci. oui, pardon. Non, mais c'était pas pour réagir, hein, c'était vraiment sur une autre question. C'était justement par rapport à la partie. On a parlé des bonnes raisons là sur l'image de marque. Et sur aussi ce qui est très intéressant, c'est le fait que les projets, c'est plutôt du 10-30 ans. Comment justement ça se corrèle tout ça, ou comment ça s'articule? Alors là, je vais plutôt parler à tout ce qui est entreprise cotée, et au fait que le rythme des marchés, c'est plutôt le trimestre. Enfin, et encore, ça c'est par rapport aux publications, versus les 10-30 ans d'une part, ou est-ce que c'est l'attractivité pardon, qu'on peut avoir vis-à-vis des fonds plutôt des fonds dédiés justement développement durable, etc., et qui pourraient compenser? Alors, c'est une question assez générique, là. Je ne vais pas savoir apporter une réponse très scientifique à ça. Mais en tout état de cause, si vous n'agissez pas, si votre entreprise n'agit pas, il y aura à un moment un impact, alors qui n'est pas forcément sensible dès maintenant, mais il y aura à un moment un impact sur la manière de se financer, sur la manière de vendre et sur les prix de vente des produits ou services. Et sur la manière de recruter, donc sur le coût de la masse salariale ou la capacité tout simplement à avoir des salariés.
Donc, le but étant pas de manager ou de vendre par la terreur, hein, de dire il faut le faire parce que sinon vous allez mener votre entreprise à la perte. C'est pas du tout une bonne méthode ni de gestion ni de vente. Mais en tout cas, il faut effectivement décorréler, et je le disais en introduction, l'investissement qu'on va faire tout de suite et qui ne va pas être rentable sur les 2 ans, c'est absolument. Moi, je n'ai pas connu de cas où on pouvait promettre un retour sur investissement en 2 ans sur un projet de décarbonation. Donc, il faut décorréler ce projet-là, donc cet investissement-là, des activités classiques. Mais par contre, on va mettre en perspective ce que je citais aussi, le fait de réduire sa dépendance par rapport aux énergies fossiles, aux taxes qui vont arriver, aux réglementations sur les ZFE, ainsi de suite. Donc, ça peut s'expliquer à un conseil d'administration, à des actionnaires. Mais très clairement, comme vous l'évoquez, il n'y a pas de possibilité de le rentabiliser au trimestre. Une question de Olivier qui dit: avez-vous constaté une véritable prise de conscience de l'impact du décret tertiaire par les entreprises ayant des biens immobiliers, notamment des sites logistiques? Alors, j'avais vu cette question. Je ne sais pas ce que c'est le décret tertiaire, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre. Par contre, j'ai rencontré récemment deux propriétaires de sites logistiques. Et en échangeant avec eux, un de leurs critères très importants pour relouer des bâtiments, donc des entrepôts, ce sont notamment ces questions de consommation énergétique. Alors, pour une bête question de coût de l'énergie et donc d'impact sur le PNL, mais aussi pour une question de bilan carbone, c'est des questions qu'on leur pose aujourd'hui. Et une autre question qu'on leur pose aujourd'hui, parce que qui dit site logistique dit qu'il y a un moment, il va y avoir des camions qui vont venir autour. Hein. Il y a rarement des sites logistiques sans avoir des camions qui viennent. La question de l'infrastructure de recharge en autre chose que du diesel, parce que dans les zones industrielles où il y a des sites logistiques, il y a quasiment toujours une AS24 ou une autre marque, pas spécialement d'action chez AS24, mais il y a toujours une station diesel qui va proposer du diesel. Par contre, il n'y a pas encore forcément de station électrique poids lourd, il n'y a pas de station hydrogène, par exemple, puisqu'on a évoqué le cas de l'hydrogène. Et ça, c'est très important pour valoriser un site logistique, un entrepôt de 40 000, 50 000 m². C'est très important qu'il y ait à proximité. Ça fait partie des critères de choix des clients. Donc, je suis désolé, je ne connais pas ce décret tertiaire. Par contre, de ce que j'ai compris de mes 2 entretiens récents, c'est important pour les clients des sites logistiques qu'il y ait des bâtiments qui soient le plus basse consommation possible, impact PNL et impact carbone, et puis qu'il y ait aux alentours des infrastructures de recharge de carburants alternatifs. Oui. Olivier a mis le lien dans les commentaires et dit que le décret impose une réduction de la consommation énergétique sur différentes échéances. D'accord, comme un peu la SNBC alors. Ok, d'autres questions? Non? Écoutez, merci. Alors, merci déjà à Johan pour cette présentation très claire. Tu n'as pas eu beaucoup de questions, c'est très pédagogique, très didactique. Merci beaucoup, Johan, de nous avoir partagé, à mon avis, des heures et des heures de lecture et d'analyse que tu as pu avoir sur ce sujet-là. Voilà. Et merci à tous d'avoir participé ce soir. Et puis donc à une prochaine fois. Si vous souhaitez avoir les supports de présentation, n'hésitez pas à les demander donc, et à nous contacter sur cette adresse. Pareil pour avoir un exemplaire de ce guide sur le management à impact. Merci beaucoup et bonne fin de journée.